Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Entre deux séances. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode. On vient d'achever la semaine 10 de 2026. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La mienne fut pas trop mal. Je vais pas mentir, c'était une plutôt bonne semaine. Je m'excuse pour le podcast de la semaine passée où j'ai pas arrêté de me moucher. Franchement, c'était inaudible. Je l'ai réécouté juste pour voir ce que ça donnait. Affreux. Affreux. Donc franchement, je tiens à vous présenter mes excuses parce que c'était vraiment inaudible. Bref, maintenant ça va mieux. Je suis allée chercher une nouvelle boîte d'antihistaminiques. Je suis repartie pour un mois. J'ai repris les antihistaminiques là juste après le podcast d'ailleurs. Voilà, tout va mieux. Mon nez ne coule plus, je dois plus me moucher autant. Je dis pas que je dois plus me moucher du tout, mais je dois plus me moucher autant. C'est quand même déjà mieux. Bref, pour rappel, du coup, ce podcast est sans montage, sans coupage, pas de bullshit que de l'authentique. Bienvenue dans la fin de cette semaine 10. On y va. Donc, j'attaque comme d'habitude par un petit résumé de ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses plutôt intéressantes, mais il n'y a pas énormément de choses. Ce sera peut-être d'ailleurs un podcast assez court parce que dans les sujets de la semaine, j'ai pas grand-chose. Par contre, j'ai eu plein de questions, donc on va peut-être passer un petit peu plus de temps sur les questions cette semaine. On verra bien. Du coup, lundi, c'était la reprise après une semaine de vacances. J'étais plutôt contente de reprendre. D'habitude, quand je reviens de mes vacances, j'ai un peu la flemme, ça me saoule et tout. Et là, lundi, j'ai un souvenir assez positif de ma reprise. Ça m'a fait plaisir de retourner au travail. J'ai eu une absence un peu abusée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai eu une annulation le lundi matin pour le lundi après-midi à 14h. Donc la maman m'envoie un message sur hashtag orthophonie pour demander si c'est possible d'annuler. Donc je dis bah oui c'est possible, mais enfin vous me prévenez quelques heures avant, sans justification. Donc pour moi c'est une absence injustifiée. Et donc je lui dis que si c'est une deuxième absence injustifiée, le suivi devra être suspendu. Et elle me répond oui mais c'est parce que j'ai rendez-vous à 14h à l'hôpital. Donc je sais pas, enfin ça peut pas être une urgence parce qu'une urgence elle aurait pas eu de rendez-vous, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Il y a pas eu de désolé, il y a pas eu de plus de justification que ça. Donc je sais pas trop. J'étais un petit peu deg, je vous avoue, parce qu'en plus vas-y, il est 10h30, j'enchaîne les consultes jusqu'à midi et demi, j'ai une heure de pause, j'ai pas envie de passer l'heure de pause à appeler des patients pour combler le trou. Donc j'ai eu un trou lundi. Et du coup, ça embraye très très bien avec l'appel que j'ai eu avec Laura, donc lundi soir. Si vous vous rappelez bien, du coup, il y a Charlie Journal sur Instagram qui avait fait un post concernant le secrétariat quand on était orthophoniste. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est toutes un peu dubitatives. Enfin, on était en tout cas dubitatives sur le fait d'embaucher, entre guillemets, ou de faire appel au service, pardon, plutôt, d'une secrétaire par rapport au prix que ça pouvait coûter. Et en fait, moi, grâce à ce poste, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire appel à des secrétaires indépendantes et donc rémunérer la secrétaire seulement aux actes réalisés et pas aux heures passées potentiellement. Par exemple, moi, si je prends une secrétaire et elle n'a pas énormément de travail, mais je dois lui payer un 35 heures, c'est pas rentable pour moi. Donc là, l'avantage avec les secrétaires indépendantes, c'est qu'on leur paye les appels qu'elles passent. Donc voilà, je ne vais pas vous donner les tarifs de Laura parce que j'ai pas envie d'afficher ses tarifs comme ça au grand jour. Je pense qu'elle donne ses tarifs seulement si elle fait des rendez-vous avec les clients. Mais il y a un prix par appel, qu'il soit entrant ou sortant. Des fois, les prix peuvent différer, je pense. Et elle peut aussi mettre des forfaits en fonction des tâches que vous lui demandez, etc. Donc, on a eu un appel avec Laura, qui est la secrétaire du coup de Charlie, qui a eu pas mal d'appels suite au poste de Charlie. Forcément,
bah, ça a fait écho et je pense qu'il y en a plein qui ont été intéressés. Donc j'ai eu un appel avec Laura, le feeling est super bien passé, franchement elle est trop mignonne. Je pense que la collaboration va bien se passer parce que du coup on va faire un mois de test. On va faire un mois de test, sachant que j'allais dire j'ai beaucoup d'exigences. En fait, j'ai pas beaucoup d'exigences, mais j'ai beaucoup de choses en même temps. Et moi, ça commençait à devenir un petit peu le capharnaüm dans ma tête avec bah, tous les projets que je peux mener entre le cabinet et Horto Sereine. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu confus dans mon organisation. Et quand je lui ai un petit peu exposé ce que je faisais, moi, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide parce que là, j'ai deux, trois plannings différents. Il faut que j'essaye de tout fusionner sur le même parce que j'arrive pas à avoir les yeux partout. Ou que toi, tu fasses de la surveillance et que tu me rassembles tout sur un seul planning. Je sais pas si je lui ai fait peur. En tout cas, je lui ai dit, ben, si jamais tu trouves que ça a l'air trop compliqué, que ça rentre pas dans tes compétences, faut pas accepter juste pour me faire plaisir ou me dire que ça va aller et en fait tu vas pas être bien, ça va te saouler, c'est pas un truc qui te plaît, etc. Mais elle avait l'air plutôt motivée, elle m'a dit non, franchement, ça va le faire, etc. Parce que moi, du coup, j'ai ben, mon planning d'ortho, je bosse quand même 4 jours pleins par semaine au cabinet. Mon planning ortho sereine, j'ai des rendez-vous en visio parfois avec certaines clientes. Euh, et je vais ajouter aussi une troisième activité dont je vous parle pas pour l'instant, parce que y a rien de fait encore officiellement mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler plus tard. C'est rien de foufou, hein, mais je vais lancer une troisième activité, donc avec un troisième calendrier, et il faudrait que quand même ces trois calendriers soient fusionnés parce que j'arrive pas à avoir les yeux partout tout le temps. Des fois, les gens prennent rendez-vous et enfin, je veux dire, par exemple, des clientes pour Ortho Sereine, donc celles qui participent à ma formation Combien de patients pour être rentable et qui ont le forfait avec 1 heure de visio avec moi, prennent rendez-vous. Il faut que je regarde s'il n'y a pas de patients, ou si c'est toujours une plage horaire qui est disponible, ou il faut que ce soit le soir ou le vendredi, enfin bref. Donc j'ai vu avec Laura pour qu'elle gère un petit peu tout ça. On va faire un mois d'essai et on va voir ce que ça donne. Ce qui est pas mal, c'est que elle va récupérer ma ligne téléphonique. Donc elle a un numéro exprès pour ça. Elle va récupérer ma ligne téléphonique et du coup c'est elle qui va recevoir tous mes appels. Donc si il y a des patients qui appellent pour s'inscrire sur la liste d'attente, c'est elle qui va les prendre. Si j'ai des patients qui ont des questions ou s'ils ont envie de modifier leur planning, ils vont appeler directement Laura aussi. Moi j'aurai plus toute cette gestion mentale en fait des patients. Donc ça c'est vraiment cool. Il n'y a plus besoin non plus d'écouter la boîte vocale, c'est elle qui le fera pour moi. Donc je pense que ça va vraiment me soulager. On verra ce que ça donne. Elle va aussi combler mes trous si j'ai des absents. Elle va me mettre des bilans si j'ai des trous d'une heure. Elle va rappeler toute la liste d'attente, la réorganiser, la rendre un peu mieux. Parce que là, bah, c'est une liste d'attente comme ça. En vrai, on ne sait pas vraiment si les patients sont flexibles, etc. Donc, on verra. J'attends de voir et puis bah, je vous ferai un retour évidemment une fois que j'aurai passé ce mois avec Laura. Mais j'ai trop hâte qu'on collabore. J'espère que ça va me faire du bien. Mardi, bah, j'ai rien noté de spécial. C'était une journée tout à fait banale. Je suis allée à la salle de sport. Je progresse pas trop mal sur les tractions. Je suis plutôt contente. À chaque fois, j'ose pas vous filmer parce qu'il y a du monde à la salle le mardi matin en ce moment. D'habitude, c'est calme, mais là, il y avait du monde. Et en plus, quand je faisais les tractions, je tournais avec une autre nana. On était deux sur la barre. Donc, je voulais pas filmer alors qu'il y avait quelqu'un avec moi. Mais dès que je peux, je vous filmerai un petit peu mon évolution de traction. Et je pense que la pole dance m'aide pour cette évolution parce que bah, sur la barre je suis tout le temps en train de me tracter etc donc forcément ça m'aide à m'améliorer sur mes tractions. Voilà pour mardi. Mercredi j'ai eu un avec Thomas du coup un rendez-vous en visio avec le cabinet Cap Finance qui est un cabinet de gestionnaire de patrimoine qui nous ont fait un petit peu un retour sur notre situation. On avait déjà eu un premier rendez-vous pour leur exposer notre situation, ce qu'on faisait comme boulot, notre fiche d'imposition, nos placements, etc. Et donc là, ils nous ont refait un visio pour nous montrer ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour optimiser notre gestion de patrimoine et notre gestion des finances. Et donc, ils nous ont parlé, enfin, ils m'ont parlé surtout du PER, et c'est là que je voulais en venir surtout, c'est que j'ai pas ouvert de PER à tort, je pense, et j'ai ouvert un PEA, ce qui est très bien, mais je pense que j'aurais peut-être dû ouvrir un PER d'abord. Donc un PER, pour ceux qui connaissent pas, c'est un plan d'épargne retraite, alors qu'un PEA, c'est un plan d'épargne en action. Le plan d'épargne en action, c'est bien, mais on joue avec les actions, on joue avec la bourse. C'est quand même quelque chose qui peut varier du jour au lendemain, même si on met sur des ETF qui semblent quand même stables sur 40-50 ans.
il peut y avoir des variations, alors qu'un PER, on va plus être sur des unités de compte ou des fonds euros, donc c'est des choses qui sont... Enfin, les fonds euros, en tout cas, c'est des choses plutôt sécures, qui auront peut-être un rendement moins important, mais comme on a une vision long terme, comme c'est pour la retraite, pour le PER, c'est quelque chose qui peut être quand même pas mal rentable. Et donc les unités de compte qui sont légèrement plus risquées, mais moins que la bourse, je pense. Je m'y connais pas hyper bien, mais il me semble que les unités de compte, c'est quand même un peu moins risqué que les actions ou les ETF. Donc je pense ouvrir un PER prochainement. Je ne sais pas si vous avez ouvert un PER, mais donc ce qu'ils m'ont dit, et j'ai revu ça aussi avec ma conseillère MACSF, parce que moi je suis à la MACSF pour ma mutuelle prévoyance, etc. Je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'avais vu des gestionnaires de patrimoine et qui m'avaient conseillé d'ouvrir un PER. Et elle aussi, du coup, elle veut me vendre son PER. Forcément, tout le monde veut vendre son PER, veut vendre son produit. Alors bon, ma conseillère à la MACSF, elle me dit qu'elle n'est pas payée à la commission. Bon, j'ai bien envie de la croire, mais je me doute bien que si elle vend des trucs, elle aura peut-être une petite prime quand même à la fin du mois. Mais bon, je l'aime beaucoup, hein, ma conseillère MACSF, j'ai aucun problème avec elle. D'ailleurs, elle est très gentille. Elle m'a bien renseignée là pendant notre appel. Euh, donc voilà, peut-être un plan d'épargne en retraite parce que du coup c'est quand même fiscalement assez intéressant, surtout quand on est dans la vie active. C'est qu'en fait les versements qu'on fait sur le PER, on peut les déduire de notre revenu et donc baisser nos impôts sur le revenu. Et ça peut être vachement intéressant, sachant que nous là actuellement on bosse tous les deux, on gagne relativement bien notre vie, hein, on va pas se mentir. Là on se fait un peu couper par les impôts. Donc, je pense que des placements sur le PER, ça peut être pas mal pour la déduction fiscale. Alors, faut pas croire que c'est l'Eldorado, le PER, hein, c'est pas une évasion fiscale de fou. Vous payez pas d'impôts aujourd'hui, mais par contre, le jour où on récupère l'argent qu'il y a sur le PER, c'est là qu'on va payer les impôts. Dans tous les cas, il faudra passer à la caisse. On est quand même en France, hein. Dans tous les cas, un jour, il faudra passer à la caisse. C'est juste que là, comme nous, on est sur une tranche assez élevée, on a la tranche à 30%, la tranche marginale, et ben, ça pourrait nous permettre de baisser nos impôts sur cette tranche. Et quand on sera en retraite, vu qu'on gagnera peut-être un petit peu moins d'argent, on sera sur la tranche à 11%. Et du coup, on paiera des impôts que sur 11 plutôt que d'en payer sur 30. Et en plus, on aura un capital pour partir en retraite, puisque à 60-65 ans, donc c'est dans 40 ans, je pense que le système de retraite aura bien bougé, donc autant qu'on sécurise nous-mêmes notre retraite. Voilà pour mercredi. Sinon, mercredi, j'ai quand même fait une belle journée au cabinet. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu d'absent. Franchement, c'était bien. Jeudi, jeudi d'homme, rien de spécial. Mes patients sont adorables, j'étais contente de les retrouver. Ma journée du jeudi, c'est vraiment une des journées que je préfère. Je bouge. Le mardi matin, en plus, je suis à l'EHPAD, donc je travaille en équipe, puis avec l'ergothérapeute, avec l'infirmière de coordination. Ça peut m'arriver aussi de faire des bilans de déglutes, donc ça me change un petit peu. J'adore mon jeudi. Je pourrais pas faire ça toute la semaine, je pense, parce que ça me fatiguerait énormément. Le jeudi, c'est quand même une journée fatigante. Je fais quand même un DOM plus l'EHPAD le matin, donc ça me fait 5 patients sur le vendredi matin. Je finis à 12h30, un truc comme ça. Je fais les trans, après je vais manger, et après de 13h30 jusqu'à 18h30, j'enchaîne les DOM, j'enchaîne. Je suis sur la route, je vais chez les gens. J'adore, hein, mais je pense que je pourrais pas faire ça 4 jours par semaine. Et jeudi soir, du coup, il y a eu la deuxième session des visiotrames de langage oral. Et si vous aviez suivi la première session, vous vous souvenez que j'étais très stressée pour la première session, que je m'étais fait un sang d'encre là-dessus, parce que je m'étais dit, voilà, les gens ont payé, il va falloir que j'assure. Cette deuxième session, en plus, je l'ai vendue un peu plus cher que la première, parce que j'ai vendu les places à 15 €, alors que la première session, pour le prix de lancement, j'avais fait 9 €. Donc, j'aurais pu stresser en me disant les gens ont payé plus cher, t'as vraiment intérêt à assurer. Et en fait, je pense que c'était plus la peur de la première fois, ce que j'avais eu l'autre jour. Alors que là, le Visiotram, j'y suis allée, mais limite en pantoufle, quoi. J'ai révisé la veille au soir un petit peu mon script, mais je m'en souvenais quasiment parfaitement. Jeudi soir, ça a roulé vraiment comme sur des roulettes. Il y avait un peu plus de 30 participantes. Donc normalement, il y avait 50 places. J'ai pas trop pubé sur les réseaux, j'ai surtout fait des newsletters. Et j'ai quand même eu plus de 30 participantes, donc je suis vachement contente. Ça s'est super bien passé, tout le monde était ravi. J'ai eu des retours
super positif dans le questionnaire de satisfaction. Je fais passer un petit questionnaire de satisfaction à la fin pour voir un petit peu ce que je peux améliorer. Le seul défaut qui est ressorti dans 2 réponses, c'était que je parlais trop vite. Et ça, c'est un de mes grands défauts. Je parle très très vite et ça a toujours été comme ça. Je parle très vite et très fort. Alors, très fort, c'est peut-être dû au fait que il me manque quelques décibels à l'oreille gauche. Il me manque pas grand-chose, hein, mais je suis un petit peu sourde de l'oreille gauche. J'avais pas le tympan percé, je sais plus ce que j'ai. Oh putain, mais je me souviens qu'avant d'entrer en école d'ortho, j'étais allée faire un audiogramme parce qu'il en fallait un pour les dossiers, je crois, pour aller à l'oral de je ne sais plus quelle école. Et l'ORL m'avait dit, oula, il y a une petite perte auditive à gauche, je vais le gommer sur ton audiogramme pour pas qu'il t'embête pour rentrer en école d'ortho, parce qu'en vrai, ça n'a aucun impact sur ta vie, enfin, t'entends très bien, il n'y a aucun problème, mais j'ai peur qu'il t'embête s'il voit que t'as une petite perte auditive à gauche. Donc il m'avait faussé mes résultats, je ne donnerai pas le nom pour que vous ne le dénonciez pas. C'était un vieux monsieur en plus, donc je pense que maintenant il est à la retraite. Mais il m'avait dit que j'avais une petite perte auditive, quasiment rien à gauche. Donc voilà, donc je parle fort, ça c'est clair et net. Des fois Thomas il me dit mais parle moins fort là, tu cries en fait. Je me rends pas compte. J'ai une personnalité un petit peu pas extravertie. Enfin si, je suis quand même assez extravertie. J'adore aller vers les gens et tout. Je suis un peu je fais la musette, je fais des petites blagues et tout. J'adore, je sais pas comment dire, mais je suis un peu extravagante. J'aime bien qu'il y ait l'attention sur moi. Je vais pas mentir, il y a des gens qui osent pas le dire. Moi, j'ose le dire. J'aime bien avoir l'attention sur moi. J'aime bien qu'on me regarde, qu'on m'écoute dire mes conneries, qu'on m'écoute et qu'on rigole à mes blagues. Je sais pas, j'aime bien ça. J'ai toujours voulu être un petit peu au centre de l'attention. Et je pense que c'est un défaut de fille unique. Parce que quand j'étais petite, du coup, j'avais pas eu de frères et sœurs. Et du coup, j'avais toute l'attention de mes parents sur moi. Et du coup, je pense que je transfère ça maintenant à la vie adulte. J'aime bien qu'on me porte de l'attention. Voilà, ça c'est. Je sais pas pourquoi j'en suis venue là, on parlait des vidéotrams. Mais bref, c'était parce que je parlais fort. Ok, et donc c'est ce que je disais, il y a 2 personnes qui m'ont dit que je parlais un peu vite. Pourtant, j'ai vraiment pris mon temps au visiotram, là, à la 2e session, parce qu'au premier visiotram, on m'avait déjà dit que je parlais vite, mais comme j'avais qu'une heure et demie et qu'au bout d'1h15, on n'avait toujours pas fait la 3e partie de la conférence, j'avais speedé à mort, je parlais très très vite, alors que là, j'avais prévu 2 heures. Et 2 heures, le timing était parfait. Franchement, j'avais plutôt bien géré mon timing. Mais naturellement, je parle vite. Mais c'est un retour qui n'est venu que 2 fois parmi plus de 25 réponses, je crois. Et alors que dans la première session, je l'ai eu des dizaines de fois, tu parles vite. Donc je me dis quand même que ça s'est amélioré. Voilà pour le Vidéotram, c'était hyper hyper chouette. J'ai trop hâte de faire une 3e session. J'espère que ça intéresse encore des gens parce que la première session a été remplie hyper vite, la deuxième un peu moins. Donc je sais pas si je fais une 3e session, est-ce que ça intéresserait encore des gens? Est-ce qu'il y a encore des gens qui viendraient? Est-ce qu'il faut que je change l'horaire? Parce que là c'était sur un jeudi soir, la dernière fois c'était sur un mardi soir. Est-ce qu'il faudrait que je fasse sur un vendredi midi ou je sais pas, il faudrait que je fasse un sondage peut-être sur Instagram en story pour essayer de trouver un horaire qui arrangerait les personnes qui ne l'ont pas encore fait et qui aimeraient le faire. Parce que je sais qu'il y en a qui me disent bah j'aimerais bien, mais l'horaire me convient pas. Et comme c'est des sessions un peu one shot, c'est difficile de plaire à tout le monde en termes d'horaire. Mais bref, on verra bien. Et du coup, Visiotram de cognition maths, j'aimerais beaucoup que ça voie le jour à la rentrée de septembre. Je ne sais pas si ce sera possible, mais j'aimerais bien. Et on m'a beaucoup, beaucoup demandé les trams d'OMF, encore une fois, sur le questionnaire de satisfaction de cette 2e session. Il faut que j'essaye de trouver quelqu'un pour m'aider à faire ce visiotram d'OMF. Donc là, pour la cognition maths, je vais avoir quelqu'un avec moi qui adore la cognition maths. On va faire un gros travail de recherche de littérature scientifique quand même, parce que je veux que ce soit carré. Je veux pas que ce soit en fait des choses au doigt mouillé. Je veux vraiment que ce soit au regard de la littérature actuelle. Et donc, avec la personne avec qui on va le faire en cognition maths, du coup, on va quand même éplucher la littérature. J'ai acheté un bouquin qu'on va étudier cet été. Et donc, j'aimerais bien qu'on fasse notre première session en septembre. Mais c'est pas un goal en mode, c'est pas une deadline que je veux absolument tenir. C'est juste un cap
pour se dire, bon bah voilà, si on se dit qu'on aimerait bien faire une session en septembre, il va falloir que cet été on charbonne. Malheureusement, la personne avec qui je le fais ne pourra pas être disponible mentalement avant le mois de mai, je pense. Donc là, pour l'instant, c'est un projet qui n'a pas encore été démarré, mais qui, j'espère, pourra commencer à naître à partir du mois de mai ou du mois de juin. Charbonner bien cet été et du coup le pondre en septembre, octobre. J'aimerais bien. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Je veux pas que ce soit une pression, mais voilà, le cap à tenir. Donc jeudi soir, Visiotram de Hello, hyper cool. Des Visiotrams de LE là sont pleins. J'ai mis 2 sessions là et elles sont blindées. Ce qui est fou parce que je pense que ça va bientôt faire 1 an que je fais des Visiotrams. C'est quelque chose que je propose depuis le début quasiment de ma page Insta. Et j'ai lancé ma page Insta en mars 2025. Et c'est quelque chose que j'ai proposé hyper vite. Et j'en ai proposé un par semaine au début parce que ça a été un gros succès. Et là, j'en proposais un par mois dernièrement depuis, je crois, cet été. Et les sessions, il y avait toujours quelqu'un. Je dirais pas qu'elles étaient toujours remplies, mais il y avait toujours au moins une dizaine de personnes chaque mois, pardon. Et là, les 2 prochaines sessions sont blindées. J'ai même rouvert des places parce que normalement c'est 20 places et j'ai mis 30. Et les sessions sont blindées. Donc je sais pas, est-ce que je rajoute des sessions ou est-ce que je rajoute des places. Sachant que Visiotram de LE, j'aime bien quand même que ce soit des petits groupes. Donc à voir. Vendredi, eh ben, du coup, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé au cabinet. J'ai travaillé à la maison sur Horte Sereine. J'ai eu un rendez-vous avec une cliente de combien de patients pour être rentable. On a refait le point du coup sur son seuil de sérénité, le seuil, enfin le chiffre d'affaires qu'elle doit atteindre pour être à l'aise financièrement par rapport à sa situation, etc. On a essayé de voir un petit peu au niveau du planning comment elle pouvait l'ajuster pour coller à ses envies et coller au chiffre d'affaires qu'il lui faut pour qu'elle ait la rémunération souhaitée. On a parlé un petit peu de ses dépenses, on a parlé des placements, comment gérer ses flux d'argent, comment mettre de côté, quel argent mettre de côté, comment bien prévoir tout ce qui va être imposition, impôt sur le revenu, cotisation sociale, prévoir ses vacances aussi pour pouvoir se payer pendant ses vacances. On a vu tout ça. On a regardé un petit peu ses dépenses aussi parce qu'il y a des petites choses qui coinçaient. Et voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de rendez-vous avec combien de patients pour être rentable parce que j'en ai eu beaucoup en janvier. Je pense que les élèves de combien de patients pour être rentable ont été motivés par les bonnes résolutions de janvier et j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des clientes à ce moment-là. Et là, ça s'est un petit peu calmé. On sent qu'on est sur une période où les choses se stabilisent, il y a moins de changements, il y a moins de mouvance. Mais voilà, j'adore faire ce genre de rendez-vous avec les clientes de combien de patients pour être rentable. Et je pense que je ne fais pas assez de pub pour cette formation. J'en parle pas assez. Euh, là, j'ai peu de clientes qui entrent parce que je n'en parle pas. J'en parle pas en story, j'en parle très peu en post. Donc les gens connaissent peu cette formation, alors que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pourraient être intéressés. À savoir qu'elle est, elle est disponible, elle est ouverte aux personnes qui sont orthophonistes diplômées et qui exercent en France métropolitaine ou dans les dom-toms. J'ai eu des demandes pour des orthos qui exerçaient en Belgique et malheureusement le système d'imposition et le système de rémunération n'est pas le même, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc j'ai eu un rendez-vous avec une cliente le matin et l'après-midi, j'ai eu rendez-vous avec ma conseillère et ma CSF. Là, je vous en parlais tout à l'heure. Pour revoir, au-delà de parler du PER, c'était surtout pour revoir ma prévoyance parce que ma prévoyance est un peu merdique. Je vais pas vous mentir. Parce que là, en gros, si je tombais malade, j'avais genre 2000 € par mois pour payer mes charges du cabinet et ma vie. Sachant que 2000 € par mois, ben, je peux payer ma carte PIMCO, mon URSSAF et le loyer du cabinet. Et c'est tout. Donc autant vous dire que je peux rien faire avec ça. Donc on a revu un petit peu les montants de ma protection si jamais je tombais malade ou si j'avais un accident. On a adapté à mon niveau de vie actuel. Je lui ai posé des questions aussi sur le congé maternité, etc. Des questions un petit peu bateau qui me venaient. On a parlé du plan d'épargne retraite, de l'assurance vie, etc. Voilà, j'ai pas signé de contrat de PER ou d'assurance vie chez eux, j'ai envie de me faire ma propre idée. Mais par contre, ma prévoyance, je l'ai modifiée. Et on a aussi modifié mon contrat d'assurance de mon local. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Je crois qu'on a rajouté
On a rajouté du capital assuré. Je ne sais plus. Enfin bref, on a changé un petit peu mon contrat d'assurance locale. Et c'est tout. Voilà pour vendredi. Vendredi soir, j'ai regardé Danse avec les stars. Enfin, une partie. J'ai regardé le replay après samedi. Et samedi, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai rien noté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de spécial. Je suis restée à la maison. J'ai un petit peu bricolé. Voilà. Et aujourd'hui, ce matin, je suis allée faire une randonnée avec ma mère et sa meilleure amie. On a fait 21 kilomètres. Autant vous dire que là, il est 14h30, je suis rentrée à midi 45, 13h. J'ai pris ma douche. J'ai préparé un petit peu le menu de la semaine pour savoir ce que j'allais faire en batch cooking après avoir enregistré le podcast. J'ai les jambes en compote. J'ai pas l'habitude de marcher beaucoup. Le métier d'ortho étant un métier assez sédentaire, je marche peu. À part le jeudi où je fais facilement mes 10 000 pas parce que je monte les escaliers pour aller chez les gens qui bossent, qui habitent dans un appart. Je marche pas mal à l'EHPAD aussi, je me déplace beaucoup. Donc le jeudi, j'avoue que j'atteins facilement entre 7 000 et 10 000 pas. Mais le lundi, je suis toute la journée au cab et le mercredi aussi. Ah mais là, c'est mortel. Hein. Je fais 2 000, 3 000 pas, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de marcher autant. Donc là, j'ai mal aux pattes, mal aux fesses, j'ai mal partout. Sachant que hier, oui, c'est vrai, hier, j'ai fait 1h30 de pole à la maison. Donc j'étais déjà pleine de courbatures ce matin par rapport à la pratique de pole hier. Et donc là, je suis cassée. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. Je vais me coucher tôt pour être en forme demain. Et je pense que je vais passer une bonne nuit parce que je suis cuite. Voilà pour ma semaine. Alors, dans les sujets de la semaine, j'ai noté juste un truc, parce que le reste, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai reçu la newsletter de l'AFNO, mais que fait l'AFNO? Il y avait franchement rien d'intéressant, si ce n'est qu'ils ont des problèmes avec la cotation des bilans de renouvellement. Alors, j'ai pas compris le délire. Après, j'ai pas cherché plus loin. J'ai pas compris pourquoi il y avait un problème avec la cotation des bilans de renouvellement, mais il y en a un. Donc on verra où est-ce que ça nous mène. Je crois qu'il y avait un problème dans l'avenant 21. Ils ont dû oublier de penser au bilan de renouvellement. J'en sais rien. Mais rien d'intéressant dans la newsletter de la FNO. D'habitude, je trouve toujours un petit truc à dire, mais là, vraiment rien de foufou, quoi. Par contre, il y a un truc dont je voulais parler qui a animé un petit peu une de mes soirées. Enfin, je ne sais même plus quand est-ce que ça s'est produit, mais ça m'a quand même marqué au point de le noter dans les sujets de la semaine. Je bois un coup et puis je vous en parle. Alors, c'est poster en anonyme sur les groupes Facebook d'ortho. J'ai vraiment balancé le sujet comme ça. Je crois que c'est sur le groupe des clés, sur le groupe des clés de la réussite, donc le groupe de Guillaume Lefebvre. Il y a une de nos collègues qui a fait un post pour dire que ça l'a dérangé qu'il y ait de plus en plus de posts en anonyme ou de posts sous pseudo sur les groupes d'ortho parce que ça pouvait générer de la frustration et ça pouvait générer une sensation désagréable de ne pas savoir à qui on parle. Alors, je peux entendre, je comprends pas. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je comprends pas cette réaction de dire que c'est désagréable de pas savoir à qui on parle. Enfin, je veux dire, on est quand même 20 000 orthophonistes en France, tu peux pas connaître tout le monde, quoi. Je comprends pas le délire non plus de vouloir connaître tout le monde, mais honnêtement, j'entends. Vraiment, chacun son délire. S'il y en a que ça frustre, etc., je peux comprendre, mais on est quand même sur Internet, et il faut comprendre que l'anonymat sur Internet, c'est un droit fondamental pour moi, parce qu'on veut pas tous exposer nos vies sur les réseaux et notre identité. Donc pour moi, l'anonymat, c'est vraiment un droit fondamental, même s'il ne donne pas comment je veux dire, l'autorisation d'user de cet anonymat pour faire n'importe quoi. Mais ça, malheureusement, forcément, c'est une dérive qui en découle. De toute façon, n'importe quel processus qui est mis en place ou n'importe quelle chose qui est mise en place a sa dérive. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de parfait. Vous pouvez prendre n'importe quoi, tout a une dérive. Et là, l'anonymat, forcément, ça dérive parce qu'il y a des gens sous couvert d'anonymat. Et je le dis même parfois quand j'ai des gens qui me font chier dans mes commentaires. Je dis, bah oui, bah tu m'insultes, mais bon, avec ton profil anonyme, c'est facile, quoi. Donc oui, tu te caches derrière ton anonymat pour faire ça. Ça, je trouve que c'est une dérive, forcément, mais je trouve aussi que c'est un droit fondamental, dans le sens où, je me répète, il y en a qui n'ont pas envie d'exposer leur vie, qui n'ont pas envie d'exposer leur visage, qui n'ont pas envie de savoir qui ils sont, et c'est tout à fait entendable, et c'est aussi quelque chose
qui fait que Internet a cette valeur-là, c'est qu'on peut exister sans avoir son identité. Et donc, peut-être exprimer des opinions, exprimer des idées qui vont peut-être un petit peu à contre-courant, sans impliquer notre identité, parce qu'on le sait très bien, il y a des gens sur les réseaux qui expriment des opinions controversées, qui valent ce qu'elles valent. Je dis pas que je suis d'accord avec ce que ces gens avancent ou pas, c'est pas du tout le but ou le sujet, mais il y a des gens qui peuvent exprimer des opinions controversées, notamment je pense à ceux qui se retournent contre le gouvernement, qui se retournent contre des entités très importantes et qui se voient imposer des amendes ou imposer ce genre de retournement de situation parce qu'ils ont exprimé un avis sur l'autorité. Et que sans anonymat, eh ben, on peut retrouver ces personnes-là et en gros leur faire payer une amende juste parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Bon, vous allez me dire oui, mais s'il y a une amende, c'est que ça a été fait de façon virulente ou c'est de la diffamation, machin, machin. Oui, bon, c'est possible, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas donner leur avis parce que ça plaît pas aux gens connus ou ça plaît pas aux gens qui font partie de l'autorité gouvernementale, etc. Là, je vais un peu loin, mais c'est pour faire le parallèle quand même dans le sens où l'anonymat, c'est pour moi important sur Internet, dans le sens où on veut pas tous être exposés et donc avoir les retombées que ça peut impliquer quand on exprime des idées ou des opinions à l'oral et que du coup on est tout à fait reconnaissable puisque bah, c'est à l'oral et c'est physiquement. Encore une fois, il y a ces dérives, hein, forcément, je vais pas revenir là-dessus. Moi, je me pose surtout la question de pourquoi les orthos postent en anonyme et je pense que tout le monde a la réponse. C'est un phénomène assez récent et pour moi, c'est pas anodin dans le sens où il y a de plus en plus, je pense que ça a toujours existé, mais il y a de plus en plus d'orthos aigris sur les réseaux et je suis pas la première à le dire, je ne serai pas la dernière. Je pense que beaucoup de gens sont du même avis que moi. Et les jeunes orthos, et même peut-être les plus vieilles, hein, mais moi je pense surtout aux jeunes orthos qui viennent d'être diplômés, qui s'installent seuls en libéral et qui ont plein de questions, mais qui n'ont personne vers qui se tourner. Ben, les réseaux, c'était quand même ça, le fondement des réseaux, c'était de pouvoir se faire un réseau et bah, de poser ses questions, d'échanger, etc. Et les groupes Facebook aussi ont été créés pour ça. Ortho-info, les clés de la réussite, orthophonie et machin, toutes ces dérivations de groupes ortho, pour moi, ils étaient quand même faits pour ça. C'était quand même des espaces d'échange, des espaces de questionnement, des espaces de conseils, etc. Et c'est devenu en fait un tribunal. Ces groupes-là, c'est devenu un tribunal. On critique et on émet un avis que personne n'a demandé sous des posts. Des fois, certaines réponses sont très bonnes, mais elles sont formulées d'un ton qui a tout sauf agréable, avec un tact qu'on peut mettre à la poubelle. Enfin, c'est désolant, quoi. Et du coup, je vous avais fait une story cette semaine, et je crois que c'était vendredi, parce que j'étais à la maison quand j'avais vu ça. J'ai vu un post c'était sur Orto Info, une dame, du coup, enfin, une dame. Bon, mon micro n'a plus de batterie, donc je vais refaire ça. J'espère que ça fait pas une transition trop dégueulasse. Du coup, je disais, j'ai vu un post sur les réseaux. Donc, c'était une dame, et je dis une dame parce qu'on est pour la plupart des femmes dans le milieu de l'orthophonie. Une dame qui posait une question en disant je suis collaboratrice, il me semble, et ma titulaire cote 14 quand un patient a 2 troubles 10. Genre par exemple, dyslexie et dyscalculie. Bon, je parle en 10 parce que c'est plus facile, je sais qu'on dit plus ça, venez pas attraper ma veste là. Mais elle mettait en 14 dès qu'il y avait 2 troubles corrélés, en gros. Je sais pas comment dire ça. Et du coup, elle se demandait si c'était normal, s'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça, etc. Et il y a eu des réponses du type ben non, c'est n'importe quoi en fait. Enfin, faut pas du tout prendre exemple sur elle, c'est complètement illégal.
en soi, la réponse est vraie. Sur le fond, c'est la vérité. Mais sur la forme, déjà, commencer par ben non, enfin, ça me saoule, quoi. J'ai envoyé le screen de ces commentaires à ma meilleure pote. Et ma meilleure pote me dit, mais mon Dieu, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble, ça. Enfin, il y a quelqu'un qui me répond, ben non, je lui mets une tarte, quoi. Je lui mets une tarte, tu me réponds pas comme ça. C'est très méprisant, en fait, pour moi, la petite locution, ben non. Vraiment, c'est horrible. En plus, le ben, c'est vraiment B-E-N. C'est tellement méprisant, ça manque de tact, ça manque d'explication. Enfin, je veux dire, parce que du coup, elle était dans le doute. Elle disait, mais il me semble que 14, c'est pour les dysphasies, donc c'est pour le trouble du langage oral, je comprends pas. Donc, je lui ai quand même fait un petit commentaire pour lui expliquer les différences et pourquoi, côté 14, effectivement, c'était une erreur. J'ai essayé d'être pédagogue, j'ai pas méprisé en mode genre, bah non, n'importe quoi, non, non. Enfin, je veux dire, ça mène à quoi ce genre de commentaires? Ça sert à rien. Enfin, ça apporte ni constructivité, ni élaboration de la pensée. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Et le parallèle qu'on peut faire quand même, c'est qu'on est censé être des orthophonistes, donc des pros de la communication, qu'elle soit verbale, non verbale ou paraverbale. Et pour moi, ce manque de pragmatisme, qu'il soit à l'écrit, même si c'est pas de l'oral, que ce soit de l'écrit, c'est pas du tout révélateur. Enfin, du coup, c'est très révélateur du comportement de l'ortho. Pour moi, t'es censé être une pro de la communication. Pourquoi tu communiques comme ça? C'est maxi gênant. Enfin, c'est méga cringe. Méga cringe. Donc, ça me met très très mal à l'aise. Et donc, on en revient au post d'une collègue sur le groupe des clés qui disait oui, il y a de plus en plus de posts en anonyme, etc. Moi, je trouve ça désagréable. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des commentaires malveillants, mais quand même, ça reste une minorité. Et je pense qu'en fait, dans les commentaires malveillants, elle inclut les gens qui donnent une réponse très agressive, qui donnent une réponse qui va à l'opposé de ce qui était dit dans le post. Je pense à des dames qui peuvent, enfin des collègues qui peuvent avoir des pensées totalement opposées et qui du coup ont un débat qui peut parfois être virulent. Mais moi je pense même pas à ça parce que ça arrive partout et je ne tolère pas les débats virulents, on est bien d'accord. Pour moi un débat ça peut se faire de façon tout à fait honnête et bienveillante. Chacun peut entendre les positions de l'autre sans être scandalisé et crier à la non-tolérance et lié à la débilité. Mais moi, j'inclus aussi dans les raisons pour lesquelles les gens postent de plus en plus en anonyme, c'est le mépris dans les réponses. Même si ça peut paraître infime, c'est les formulations ben non. Ben, c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Enfin, en fait, ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Et du coup, les gens répondent comme ça. Mais j'en vois tous les jours des réponses comme ça. Pour moi, c'est pas minoritaire ce genre de comportement, c'est tout le temps. Dès que je lis un post sur un groupe Facebook d'une nana qui pose une question et que j'ai envie de répondre, j'ouvre l'espace commentaire, je vois des réponses du genre non, n'importe quoi, bah non, pas du tout, en fait, l'air de dire t'es trop idiote. Bah du coup je ferme l'espace commentaire et je me dis vas-y, en vrai ça m'a saoulé, je vais dégager parce que ça me saoule. Et du coup je donne pas la réponse que j'aurais voulu apporter à la personne qui a donné son post, alors que je pense, sans me jeter des fleurs, que j'aurais été plus pragmatique et plus pédagogue, et que je pense qu'à la personne ça lui aurait fait plaisir en se disant bon bah il y a pas que des fous et des vieilles folles sur ce groupe d'ortho, mais ça me saoule tellement, j'ai envie de les enfiler ces nanas là qui pensent avoir la science infuse, vraiment ça me dégoûte. Enfin bref, j'ai pas envie d'épiloguer le plus sur le sujet, mais on peut pas en fait reprocher aux gens. Alors, c'est pas les mêmes personnes, hein. Là, la personne qui a publié un post en disant qu'elle trouvait ça désagréable que les gens postent en anonyme, je pense que c'est pas une personne qui répond de façon désagréable. Quoique j'ai jamais fait le lien entre ses commentaires et son post, j'ai jamais regardé, mais j'imagine que si elle se plaint que c'est en anonyme, ben je pense qu'elle fait pas partie des personnes qui met des commentaires désagréables, ou alors ce serait vraiment très culotté, parce qu'on voit le lien clair et net. Pour moi, il y a un lien clair et net. Il y a sûrement d'autres raisons qui poussent les orthos à faire des posts en anonyme. Mais pour moi, la plupart du temps, c'est qu'elles ont peur de se prendre des réponses désagréables. Et même en étant en anonyme, on peut se prendre encore des réponses désagréables. Surajouter réponses désagréables avec le petit truc. Et en plus, vous postez en anonyme. Bah alors, vous assumez pas? Vas-y. Je vais boire un coup là parce que ça m'a tendu.
Bref, ça c'était le sujet que je voulais aborder avec vous. Je sais pas quel est votre avis sur l'anonymat. Je pense qu'on peut pas avoir d'avis tranché sur l'anonymat en soi. Pour moi, c'est un droit fondamental. Malheureusement, ça a ses dérives. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas bénéficier de l'anonymat alors qu'à la base, sur Internet, ça a quand même toujours un peu existé. On a toujours pu se cacher sous un pseudo sans mettre de photos, etc. Le seul moyen après de vous retrouver, c'est que quelqu'un vous doxe ou trouve votre adresse IP et qu'il sache utiliser ces données-là. Ça reste quand même, je pense, très minoritaire chez les orthophonistes. Bref, voilà pour le sujet de la semaine. C'était la seule chose que je voulais aborder avec vous. On va passer aux questions. Donc, je vais essayer de les ressortir. J'avais fait une story vendredi à ce sujet. Tac. Alors, archives. Et les questions, elles sont où? Ah, elles sont là. Hop. Voilà. Alors... Première question, on veut tout savoir au sujet de ton appel avec Laura lundi. Du coup, je vous en ai parlé dans le déroulé de ma semaine numéro 10. Si jamais vous avez des questions sur le call avec Laura, que vous vouliez savoir des choses un petit peu plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, je prendrai le temps de vous répondre. Alors, ensuite, on a Zoé qui demande... Alors, il y a 3 boîtes, donc je vais tout lire et puis je vais essayer de synthétiser et de répondre. Réussir à n'utiliser des méthodes support uniquement validées scientifiquement, je crois. Validées scientifiquement, ouais. Avec des preuves d'efficacité, ne pas juste faire pour faire, c'est dur, je trouve. Faire face aux petits démotivés, pas investis car ils ont la flemme, j'ai trop de la peine. Alors, j'essaye de synthétiser. Donc j'imagine que ta question, c'est comment réussir à utiliser que des méthodes et des supports uniquement validés scientifiquement, avec des preuves d'efficacité, ne pas juste faire pour faire. Je trouve que c'est dur. Alors, tu trouveras jamais 100% des choses que tu fais validées scientifiquement. Il y a des choses qui ne sont pas validées scientifiquement, et pourtant, ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire de validé scientifiquement. Encore une fois, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, 2 poids, 2 mesures. Mais il y a forcément des choses que tu vas faire, c'est pas validé scientifiquement, mais en fait, avec ton patient, ça marche, et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de faire des tests, d'essayer des choses, d'essayer d'innover, d'essayer d'aller chercher chez les collègues ce qui a déjà été fait, adapter. Tu pourras jamais utiliser un protocole qui est scientifiquement hyper efficace. Je veux dire, tu peux utiliser un protocole validé scientifiquement hyper efficace et tout. Mais si pour ton patient ça colle pas, il y a forcément un moment où tu vas devoir l'adapter. Et il y a que toi qui peux maîtriser ça parce qu'il y a que toi qui connais ton patient. Les gens qui élaborent les méthodes et les protocoles ne connaissent pas ton patient. Ils connaissent leur patient. Ils connaissent les gens qu'ils ont utilisés pour faire leur étude. Mais ils connaissent pas ton patient. Pour utiliser des méthodes et des supports validés scientifiquement, il faut se renseigner. Malheureusement, il faut se former. Il faut aller voir ce qui se fait dans la littérature scientifique. Ça prend du temps. Mais c'est quand même intéressant. Il y a quand même des choses très très cool à retrouver quand on fait un petit peu de veille scientifique. C'est vraiment sympa. Se former. Si tu n'as pas envie de faire la veille scientifique toi-même, n'hésite pas à te former régulièrement. Et je vais un peu prendre une hot take là. J'en ai parlé avec une abonnée qui s'appelle Prunelle, il me semble, dans les messages privés. Je vais vraiment prendre une hot take et je m'en fiche. Je vais le dire. Se former régulièrement, oui, mais attention dans quoi vous vous formez, avec qui, pour quelles raisons. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de formations. Quand je regarde le programme des formations de la FNO, il y en a des très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'il y a des orthos qui deviennent formatrices qui sont très performantes, très sérieuses, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont très bien, mais des fois je lis les programmes et je me dis mais c'est quoi? C'est pour faire quoi? Ça sert à quoi? Le titre, il est flou. Je sais pas, tu te dis est-ce qu'elle se base vraiment sur des données scientifiques? Après, j'en sais rien parce que j'ai jamais fait encore de formation en présentiel, si ce n'est celle avec Lorraine sur l'autisme. Mais il y a des trucs, des fois, je me demande, est-ce que c'est vraiment validé scientifiquement, cette formation? Est-ce que c'est pas un peu une formation au doigt mouillé? Ça a marché avec 10 de ses patients, du coup, elle veut nous former à ça. Je sais pas. C'est une hot take. Vraiment, c'est une hot take que je prends.
Il y a des fois, il y a des formations aussi, c'est hyper spécifique, genre le traitement auditif chez l'enfant. Enfin, à part si tu bosses vraiment que dans la surdité, j'ai un peu de mal à savoir quand est-ce que tu vas utiliser ça. C'est des trucs trop spécifiques des fois. Alors, il y en a sûrement qui y trouvent leur compte et c'est très bien. Mais des fois, je me pose vraiment des questions sur les formations. Et du coup, encore plus grosse hot take là que je vais prendre, des fois, je me dis, c'est fou, genre le prix qu'ils demandent pour ce genre de formation. Est-ce que ce serait pas un petit peu gonflé, les prix, je parle des prix, est-ce que les prix seraient pas un petit peu gonflés juste parce que c'est pris en charge par une agence nationale? Et que du coup, en gros, c'est déductible, pris en charge, remboursé, donc ils gonflent les prix parce qu'ils savent que derrière, il y a une prise en charge. Je pose ça là. En vrai, j'en sais rien. Il y a sûrement après des frais de fonctionnement, c'est des formations en présentiel, il faut payer les locaux, payer la formatrice. Je pose ça là. Je me demande. Parce qu'il y a des formations qui sont quand même vachement chères. Mais voilà, essaye de te former. Faire face aux patients démotivés, pas investis parce qu'ils ont la flemme. J'ai trop de la peine. Moi, j'ai pas de peine pour ces patients-là. Je vais pas te mentir, j'ai pas de peine. Si les enfants sont pas investis, c'est que les parents non plus. Alors, ça peut arriver que le patient soit pas investi et que les parents le soient vraiment. Mais si le patient est pas investi, c'est qu'il a pas de plainte. Et il a pas de plainte, tu peux rien faire avec lui. Voilà. Donc ça, c'est... Moi, j'ai pas trop de peine pour les patients qui ont pas la flemme, qui ont la flemme, en fait. Surtout les ados. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des prises en charge avec ados. J'en ai pas beaucoup. Parce que souvent, ils sont là, ils viennent, ils traînent des pieds et tout. C'est chiant. Ils ont pas envie de venir te voir. Ils ont pas vraiment de plainte, etc. Moi, souvent, si je prends des ados, c'est que vraiment, l'ado, il a une plainte, qui comprend qu'il a des difficultés. Et il vient me voir en me disant, ok, je veux travailler ça. Et on fait du super écologique. On fait vraiment quelque chose de très ciblé par rapport à leur façon de travailler, etc. Effectivement, ça dépend des difficultés et de la plainte. Mais je vais vraiment faire de l'écologique. Je vais pas commencer à faire des trucs hyper poussés. Pour moi, ça sert à rien. Surtout si c'est des enfants qui ont des troubles. Ça sert à rien d'aller trop loin, quoi. Mais ouais, essaye de relativiser quand même sur les enfants qui ont la flemme et qui sont pas motivés. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu as des objectifs courts? Est-ce que tu as des objectifs écologiques? Est-ce que les parents sont derrière? Est-ce que l'enfant identifie ses difficultés? Est-ce qu'il a une plainte? C'est des pistes. Mais voilà. Voilà pour ta question, Zoé. Ensuite, on a Marie qui est orthoptiste. Coucou Marie. Alors, qui me dit « Coucou, j'adore ton podcast même si je suis orthoptiste. Est-ce que tu travailles avec des orthoptistes concernant certains patients, contrôle de la vue, en pain, etc. » Merci. Merci pour ta question et merci pour ton retour sur le podcast, ça me fait super plaisir. Je trouve ça trop marrant qu'il y ait des personnes qui soient pas orthophonistes qui écoutent le podcast parce que je suis quand même assez spécifique, je pense, sur certains sujets. Mais tant mieux si ça vous plaît, ça me fait hyper plaisir. Est-ce que je travaille avec des orthoptistes? Alors, je travaille pas spécifiquement avec des orthoptistes, genre j'ai pas de nom que je transmets aux patients, mais ça arrive très régulièrement que je renvoie les patients vers des orthoptistes, notamment quand il y a des difficultés de lecture qui n'évoluent pas au cabinet malgré le travail. Souvent, j'envoie vers un orthoptiste en me disant il y a peut-être des difficultés au niveau de la motricité oculaire. Alors, j'y connais rien. Je connais un peu les domaines de votre métier, ça c'est certain. Mais j'y connais rien. Moi, souvent, là, par exemple, j'ai eu le cas fin d'année 2025 et début 2026 d'un gamin que je suivais en rééducation pour du langage écrit. On faisait de la lecture et sa fluidité, elle progressait pas. Et je lui disais, c'est pas normal. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu fais ce que je te dis à la maison, etc. Alors, il me disait que non, il s'entraînait pas, mais même sans entraînement, normalement, il aurait dû progresser un petit peu. Et en fait, il y a vraiment un moment où on a atteint un plafond de verre et ça progressait plus du tout. Et on a arrêté la prise en charge parce qu'il était plus motivé. Puis, en plus, il se moquait un peu de moi. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais on a arrêté la rééducation et j'avais dit à la tata, parce que c'était un enfant placé, j'avais dit à la tata, ce serait quand même bien d'aller voir une orthoptiste. On sait jamais, peut-être qu'il y a un truc au niveau de la motricité oculaire qui fait que ça nous bloque en lecture et que c'est pas juste qu'il est démotivé, mais peut-être qu'il y arrive pas. À cause de sa motricité oculaire et que, in fine, ça le démotive. Et donc là, je l'avais envoyé voir un orthoptiste et la tata m'avait envoyé le compte-rendu. Effectivement, il y avait quelque chose. Donc, il a fait une rééducation. Depuis, je l'ai pas revu. J'ai pas eu de nouvelles. J'espère que ça va mieux, sa lecture. Mais je me dis que si j'ai pas de nouvelles, c'est que ça va mieux.
il y a quand même l'adage qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, je prends. Si j'ai pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Donc oui, j'envoie très régulièrement vers des orthoptistes. Ça, c'est très très récurrent. Moi, dès que je fais un bilan de langage écrit, de toute façon, je fais passer une épreuve d'empan visuo-attentionnel. Et si elle est pathologique, j'envoie chez l'orthoptiste en bilan complémentaire. Et s'ils ont besoin de rééducation orthoptiste, je leur fais faire d'abord la rééducation orthoptiste et après je les prends en rééducation moi. Je trouve ça essentiel. Et puis souvent, quand il y a deux suivis en même temps au niveau logistique, les parents ils y arrivent pas. Donc souvent, je leur fais faire s'il faut un suivi orthoptique et après je les prends en rééducation pour la lecture. Comme ça, je suis pas bloquée par des difficultés au niveau visuel. Voilà pour te répondre, Marie. Alors ensuite, on a Yousra qui demande « Je suis étudiante en 4e année d'orthophonie et je cherche un sujet de mémoire. Si en discutant avec tes patients ou en ayant vu une problématique, est-ce que tu as des idées, s'il te plaît ?» Alors, j'ai pas d'idée à te donner comme ça. Par contre, je peux te donner des pistes pour essayer de trouver un sujet de mémoire qui te correspond vraiment et qui va avoir de la valeur au niveau scientifique. Moi, quand j'ai fait mon mémoire, on a commencé en 4e année. J'étais en binôme avec une copine, c'était une collègue de promo, quoi, que j'appréciais beaucoup, qui s'appelait Louise. Voilà, je veux dire son prénom, elle s'appelait Louise. Et au début, on cherchait absolument une problématique à régler. Donc, comme ce que tu me demandes toi, tu m'as dit, est-ce qu'en discutant avec tes patients ou est-ce que tu as vu une problématique, on cherchait absolument ça. Et en fait, je trouve que c'est le pire moyen de trouver un sujet de mémoire. Il y a forcément des gens pour qui ça a très bien marché. Et pour nous, on a pataugé, mais vraiment un truc de fou, on a galéré. Et on avait eu un rendez-vous avec un prof qui s'occupait des mémoires et qui nous avait dit, en fait, vous cherchez trop à régler une problématique, vous cherchez une problématique, vous cherchez à créer une problématique, alors que dans la littérature scientifique, il y en a des problématiques. Et donc, il nous avait dit, lisez des articles et essayez. Souvent, dans les articles, à la fin, il y a un petit peu l'ouverture en mode on propose qu'il y ait des recherches complémentaires sur tel sujet pour approfondir, machin. Et en fait, nous, on a juste fait ça. On a lu des articles dans la niche qu'on voulait aborder. Donc, nous, c'était les soins palliatifs en orthophonie. On a lu des articles dans cette niche. On a trouvé un questionnaire anglais sur les ressentis des orthophonistes face aux soins palliatifs, donc par rapport à leurs compétences, etc. Comment elles se sentaient face à des patients en soins palliatifs qu'est-ce qu'elle connaissait des soins palliatifs en anglais, et il n'avait pas du tout été fait en français. Et donc, dans l'ouverture, c'était noté, il serait intéressant que ce questionnaire soit réalisé dans d'autres langues et dans d'autres pays. Et donc, nous, on a pris cette occasion-là, on a récupéré le questionnaire avec l'accord des autrices, on l'a traduit en français et on l'a fait passer aux orthophonistes en libéral de France. Pour moi, c'est le meilleur moyen de faire ça. Tu vas trouver une problématique bien plus facilement plutôt qu'à te creuser la tête. Lis la littérature, choisis une niche parce qu'il y a beaucoup trop de choses en orthophonie. Nous, on avait pris les soins palliatifs. Tu peux prendre le langage écrit, tu peux prendre le langage oral, tu peux prendre l'accompagnement parental, tu peux prendre la surdité, tu peux prendre l'autisme, tu peux prendre plein de choses. Tu lis les articles récents sur le sujet et t'essayes de trouver une problématique à régler. Il y en a dans les articles. Pour moi, c'est le plus facile pour toi, Yousra. Voilà pour te répondre. Ensuite, il y a Andrea qui demande « Hello, par quoi as-tu débuté quand tu as commencé à t'intéresser aux finances ?» J'ai commencé par la documentation sur Instagram. J'ai suivi des comptes, notamment j'ai suivi Rachel Finance. Très tôt, j'ai suivi Rachel Finance. J'ai suivi Mounir de Finari. Donc, c'est le mec qui a créé Finari. Mounir Lagoun, je crois, qui s'appelle. Je suis aussi inscrite à la newsletter de Finari. J'ai ouvert mon assurance vie chez eux. Et je suis qui encore sur le sujet ça, c'est les gros créateurs. Rachel Finance et Mounir. C'est les deux gros que je suis. J'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube aussi. Alors, je ne sais plus les noms. Honnêtement, je sais plus les noms parce que j'en ai regardé vraiment énormément. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube sur la bourse, sur la crypto, sur les placements, etc. J'ai quelques connaissances, mais ça reste quand même de surface. J'ai pas fait de formation fondamentalement, mais je me suis beaucoup renseignée sur YouTube et sur Instagram. Et après, je suis des créateurs qui sont un petit peu plus avec des plus petites audiences, notamment Finance Ortho-Soignant sur Instagram, que je connais bien, avec qui je travaille aussi, qui sont hyper sympas. Il y a Gwen qui est orthophoniste et Cyril, son conjoint, qui est maître de chez. Et ils ont
fait un accompagnement de 6 mois pour mieux comprendre les investissements, etc. Et donc, j'ai fait cet accompagnement pendant 6 mois. J'ai suivi leur formation. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances sur les investissements et sur les finances. Mais voilà. Après, il y a Guillaume Lefebvre aussi qui en parle un peu. Je crois qu'il a même fait... Il a même fait des formations. Et aussi, j'ai oublié de dire, j'ai un peu commencé là-dedans avec le sommet de la rentabilité en orthophonie de Saskia. Donc, Saskia, c'est Extra Ortho. Elle a fait, c'était quand? C'était en 2024. Je crois que j'ai fait la première session je crois que c'était la première, du sommet de la rentabilité en orthophonie, proposé par Saskia. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la rentabilité aux finances. Et parce qu'en fait, il y avait une intervention de Guillaume Lefebvre et il parlait d'ETF, d'assurance vie, PER et tout, je comprenais rien. Je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et du coup, j'ai commencé à me renseigner à partir de là parce que je me suis dit, c'est pas possible de pas comprendre ça. Ça me frustre, en fait. Ça, c'est un gros point noir aussi chez moi, c'est que dès que je fais quelque chose, je veux être une experte. Je peux pas accepter d'être middle sur un domaine. Ça, c'est un gros problème. J'ai un ego surdimensionné, je pense que c'est injouable. Donc j'ai commencé comme ça, avec la documentation gratuite. Et moi, tout ce que je peux te conseiller, c'est que si tu veux vraiment t'y mettre, vraiment passer à l'action, en termes de finances, faire des investissements, etc., c'est de te faire accompagner, c'est de pas faire seul. Moi, la plupart des choses que j'ai faites, j'ai quand même été accompagnée. Mon conjoint, du coup, Thomas, il connaît très bien en finance, etc. Il fait des placements... lui, depuis longtemps. Il s'est renseigné bien avant moi, etc. Donc, il s'y connaît un peu plus. Donc, il m'accompagne aussi là-dedans. Mais de se faire accompagner par des gestionnaires de patrimoine ou par des gens qui sont eux-mêmes formés ou qui forment pour le faire et ne pas faire n'importe quoi, notamment avec la bourse. Parce que c'est pas parce que l'année passée, il y a une action en bourse qui a super bien marché que là, en 2026, ça va fonctionner. Avec la situation géopolitique actuelle, avec toutes les autres raisons qui peuvent exister, la bourse c'est jamais sûr. Si tu as une vision très très long terme, tu seras forcément gagnante normalement, mais il faut pas trop jouer avec le feu non plus. Voilà pour te répondre, Andrea. Ensuite, on a Léna qui demande des conseils à donner pour les futurs diplômés, s'il te plaît. Alors, j'aurais pu réfléchir à cette question, je l'ai pas fait. J'ai déjà répondu à cette question en live avec Ortho en rodage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, enfin je crois que c'était avec Ortho en rodage. Ou c'était peut-être pendant un de mes lives TikTok, je sais plus. Mais en tout cas, Ortho en rodage a lancé son podcast. Et je crois... je vais reboire un coup parce que je commence à avoir la gorge qui gratte. Je crois que pour l'instant, elle a posté que l'épisode où elle était avec moi. Enfin, c'est plutôt moi qui étais avec elle puisque c'était son live. On va dire ça dans ce sens-là. Mais je crois que du coup, elle va faire à chaque fois des interviews d'ortho ou de pro, si j'ai bien compris. Et donc, elle a lancé son podcast qui s'appelle Ortho en rodage papote. Donc, ORTHOENRODAGE. Ortho en rodage papote. PAPOTE. Si jamais ça vous intéresse d'aller écouter son podcast, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, je suis avec elle, donc c'est trop bien. Mais dans les conseils à donner aux futurs diplômés, souvent ce que je dis, c'est déjà la première chose pour moi, c'est d'écouter son instinct. C'est vraiment la première chose à faire, c'est d'écouter son instinct et de se faire confiance. La plupart du temps, et moi j'en ai été victime aussi, en sortant d'études, j'avais vraiment tendance à pas me faire confiance et à toujours demander l'autorisation de faire des choses, enfin... Je veux dire, pas dans le sens consentement avec les patients, mais l'autorisation par contre de finir à 16h30, ça m'est arrivé parce que j'avais un rendez-vous médical. L'autorisation de ne pas travailler le vendredi sans culpabiliser. L'autorisation de tester une technique avec un patient parce que celle que j'avais essayée de base, elle fonctionnait pas. Bah plutôt que de me confronter à celle-là, j'avais peur d'essayer autre chose parce que j'avais peur que le patient me dise bah vous êtes pas sûr, machin. En fait, ça revient à ce dont je parlais, il me semble, dans l'épisode précédent. Le doute, c'est normal. Le doute, c'est normal. Il va juste falloir apprendre à identifier de quel doute il s'agit. Mais le doute, c'est normal. Je crois que c'était la semaine passée que j'en ai parlé. Je vais regarder dans mon carnet. Non, c'était dans l'épisode numéro 6 où j'ai parlé du doute. Donc, le doute, c'est vraiment fondamental. Il faut que tu acceptes de douter, mais il faut aussi que tu acceptes d'écouter ton instinct, d'écouter ta confiance. Tu as fait 5 ans d'études.
Il y a des choses forcément que tu sais, tu peux pas te dire que tu sais rien. Il y a plein de choses que tu sais faire. Il faut que tu te fasses confiance et lance-toi, ose, n'aie pas peur d'essayer. Enfin, je veux dire, il faut aussi remettre dans le contexte que les patients ont du mal à trouver une orthophoniste. Et moi, je vous avais déjà dit que j'ai pris un patient autiste en disant à la maman, voilà, je suis pas bien formée en autisme, vous êtes sur la liste d'attente depuis très longtemps. Pour pas vous mentir, je vous ai pas prise parce que j'ai peur de faire ce suivi-là. Mais je veux bien essayer parce que, voilà, j'ai envie de vous donner une chance. Mais en fait, je suis pas formée, donc ça va être du test. Et la maman, elle était juste tellement contente que je prenne son fils en rééducation qu'elle m'a dit, mais aucun problème, en fait, genre, prenez-le, faites quelque chose parce que moi, en fait, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, ça marche avec enfin, ça marche. On fait ce qu'on peut avec son gamin, ça fonctionne, je vois une évolution. Je fais pas de l'instinct, je fais quand même des choses qui sont validées, voilà, et pour en revenir à la question de comment utiliser des outils validés, le plus possible, lisez au moins les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, ce que j'avais tendance à négliger avant, mais je le fais de plus en plus, et ça m'a valu aussi de bouder l'ABA, donc l'analyse du comportement, qui est fondamentale avec les enfants autistes, mais j'avais tellement une mauvaise vision de l'ABA avec les chiens de Pavlov, en fait. Et je m'étais dit, mais je peux pas faire d'un enfant autiste un chien de Pavlov, c'est horrible, quoi. Et avec la formation de Lorraine, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'analyse du comportement. Et en plus, l'ABA est dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. Et j'avais tendance à bouder cette méthode alors qu'elle est recommandée, en fait. Donc, ce qui était quand même une erreur de ma part, je le reconnais. Donc, maintenant, je le fais. Et c'est vrai qu'avec mon petit patient autiste, ça marche vachement bien. Mais voilà, fais-toi confiance, pose-toi des limites et n'aie pas peur de prendre ces limites-là. Tu es ton propre outil de travail et donc si tu te négliges, tu vas forcément négliger ton travail. Donc vraiment écoute-toi, ne te laisse pas bouffer par les parents. Alors ça va forcément arriver au début de ta carrière. Tu vas avoir peur de poser tes limites, tu vas avoir peur de poser cette matinée pour aller voir le dermato dont t'attends le rendez-vous depuis plus d'1 an. Voilà, c'est normal, mais essaye le plus possible de t'écouter, de faire comme toi tu l'entends, de te préserver. Moi, il y a des jours, le matin, je sors de mon lit, je sens que ça va pas le faire, j'annule ma journée. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, je préfère annuler ma journée parce que je suis vraiment pas bien, j'ai pas bien dormi du tout, je suis patraque et tout, j'ai mal au crâne, j'ai une maxi migraine. Je vais pas aller au cabinet comme ça et en fait mettre les gamins sur des puzzles toute la journée parce que je suis pas capable de les supporter. Je préfère annuler ma journée et dire aux patients voilà c'est tout, je suis malade, on va essayer de rattraper comme on peut, mais là aujourd'hui il faut que j'annule. Écoute-toi, vraiment. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on en discute. Ensuite, on a la question de Synapse. Quel budget prévoir quand on s'installe et quel matos privilégier au départ Quel budget prévoir? Pour moi, ça dépend trop de ce que t'as déjà. Moi, quand je me suis installée après mon diplôme, j'ai fait une collab. Donc, pendant plus d'1 an, j'ai pu me faire une trésor, acheter du matos un petit peu tous les mois avec l'argent qui rentrait, mon chiffre d'affaires. Et donc, quand je me suis installée 1 an et demi après mon diplôme, ça faisait 1 an et demi que je bossais, que j'avais fait une trésor. Donc, en fait, j'avais déjà un peu de matos. Bien que quand même quand tu t'installes il faut avoir quand même du matériel de base et donc un petit budget. Pour moi ça dépend. Moi j'ai dû acheter mon ordi, j'ai dû acheter un meuble, j'ai dû acheter mon imprimante, j'ai dû acheter Evalo, j'ai dû acheter quand même pas mal de choses parce que mon ordi il était pourri, donc j'avais dû en acheter un nouveau. J'ai investi dans un Mac du coup que je ne regrette pas du tout, ça fonctionne du feu de Dieu. Je suis très contente. Et après, j'ai investi au fur et à mesure. Quelques mois après mon installation, j'avais refait un peu de trésor, donc j'ai investi dans un iPad pour mes domiciles. C'est carrément pratique, l'iPad. J'ai investi dans quoi après? J'ai investi dans du matos, la fête des amis. Pour moi, matos à privilégier de départ, déjà, c'était bilan. J'avais investi du coup dans Evaleo 615, Evalo 2.6. J'avais acheté aussi la BETL pour les patients post-AVC. Et j'ai aussi Happy Neurone, donc comme ça j'ai la Grémo et j'ai les Exalang si besoin pour compléter les bilans que j'ai. Pour moi ça c'est les essentiels. Après en jeu,
c'est bien d'avoir un petit peu de tout, avoir 1 ou 2 matos par domaine pour démarrer. Bien que si tu prends langage oral, langageécrit.com, t'as pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça déjà. Et acheter du matériel au fur et à mesure pour pas te faire un énorme trou quand tu t'installes. Mais essayer de récupérer le plus de meubles possible. Par exemple, moi, dans mon bureau d'ortho, j'ai récupéré des meubles de quand j'étais étudiante. Ma table de salle à manger de mon appartement d'étudiante, c'est devenu mon bureau dans mon cab. J'ai récupéré quoi aussi? J'ai récupéré un Kallax. Tu sais, les meubles avec 4 niches là de chez Ikea. Je l'ai récupéré de mon appartement étudiant aussi. Je l'ai utilisé. Essaye de récupérer un max de meubles comme ça au début et plus tard quand tu auras un petit peu de trésor et ben rachète-toi par exemple des belles chaises. Au début prends des chaises pourries et puis après plus tard une fois que tu as un peu de trésor bah rachète-toi des belles chaises et puis voilà quoi. Faut essayer de faire au fur et à mesure. Mais ouais, tu auras forcément un investissement de base, surtout si tu dois acheter ton ordi. Ça, puis moi je te conseille d'acheter quand même un bon ordi. Même si c'est pas forcément un Mac. Moi j'adore Apple, donc je suis une grosse fan d'Apple. Mais tu peux très bien avoir des bons ordis Windows. Mais forcément si tu veux un bon matos, ça va quand même coûter plus cher. Je peux pas te dire quel budget prévoir, mais je t'ai dit un petit peu les matos à privilégier. Je peux te faire une petite liste des matos. En langage oral, moi, si je devais démarrer de zéro, je prendrais Articule et Articule 2, si possible. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux si possible. En Articule, je prendrais au moins ça. En morphosyntaxe, je pense que je prendrais direct La Fête des Amis. Parce qu'il est hyper bien et il couvre beaucoup de morphèmes. Donc vachement bien. En morphosyntaxe, je prendrais ça. Et ensuite, je prendrais les boîtes MS de Site Inspire. En langage écrit, je prendrais orthographie. Voilà, je prendrais ça pour démarrer, plus un abonnement langageécrit.com. Abonnement langage oral en langageécrit.com, pour moi c'est la base quand tu démarres, c'est pas cher. Alors l'investissement de base est cher si tu prends plusieurs années, mais après sur le long terme l'abonnement est vraiment pas cher et ça te permet de faire plein de choses, même en langage écrit, franchement c'est hyper bien. Mais je prendrais quand même orthographie je pense, et je pense que je prendrais lecture en 4e vitesse. Pour la fluidité de lecture, ça regroupe fluidité de lecture, compréhension de lecture et morphologie. Donc ça, c'est trop bien. Je pense que je prendrais ça en lecture parce qu'en plus, t'as 3 niveaux, donc tu peux quand même aller assez loin au niveau de l'âge avec vitesse lecture en 4e vitesse. Voilà. Qu'est-ce que je prendrais après? En orthographe, je dis orthographie. En OMF, après, bah tu peux aller acheter des ballons, des bulles... Ça, tu peux trouver plein de trucs chez Action, du slime et tout. Ça, franchement, en vrai, ça va vite. Et après, moi, j'irai chez Action acheter genre des puzzles d'encastrement pour les tout petits. Puzzles d'encastrement d'animaux. Des imagiers, il y en a plein chez Action aussi, pas cher. Des tours avec des balles, des puzzles un petit peu plus complexes pour les patients un peu plus grands. Moi, j'avais pris un puzzle de 50 pièces, pas de patrouille. J'ai pris des puzzles princesses aussi. Je prendrais des stickers. C'est genre 79 centimes, je crois, la plaquette de stickers. Spider-Man, La Reine des Neiges, pas de patrouille, Disney, etc. Tu peux faire plein de trucs avec des gommettes comme ça. Induire plein de trucs avec des gommettes. Et je prendrais un petit peu de jeux symboliques aussi. Ça, tu peux retrouver peut-être chez tes parents, tes vieux Playmobil ou tes vieilles poupées. Tu peux récupérer ça pour faire du jeu symbolique. Ou même dans les brocantes. Moi, j'ai acheté pas mal de choses aussi en brocante. Notamment mon croque-carotte, il vient de brocante. Voilà. Après, si tu prends de la neuro, prends l'abonnement Memogo. Franchement, banger. Moi, j'aime beaucoup Memogo. Je l'utilise énormément depuis que je l'ai. Le dossier Ponte, tu tapes Ponte sur Internet, Ponte aphasie, P-O-N-2-T aphasie sur Internet, est un dossier de genre plus de 300 pages, je crois, avec plein d'exos, neuro, classification, enfin, il y a plein de trucs, devinettes, etc., charade. Franchement, il y a pas mal de trucs sur Ponte. Mais voilà, là, les choses qui me viennent de base. Et puis, tu peux trouver pas mal de matos gratuits aussi sur Lucie Jardin d'Ortho, Émilie des idées de logopédie. Il y a plein de nanas aussi qui font des jeux gratuits et qui les partagent sur leur site. Donc, n'hésite pas à aller voir sur leur page Insta. Voilà. Ensuite, Garance, peux-tu nous donner tes 5 meilleurs conseils quand tu t'installes en libéral? Eh ben, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit à Léna
des conseils à donner pour les futurs diplômés. Mais les 5 meilleurs conseils quand tu t'installes en libéral, pour moi déjà de base, c'est faire un prévisionnel de ton chiffre d'affaires, donc avec le tracker que je propose sur ma page Instagram. À savoir que le tracker 2.0, là, il est en cours de modification. Depuis l'avenant 21, je voulais juste changer la NGAP et je me suis rendu compte que à chaque fois que je faisais des mises à jour du document, il fallait que je les renvoie à tout le monde et que tout le monde refasse son planning. Donc c'était un peu chiant. Là, je suis en train de créer un outil un petit peu plus interactif dans le sens où quand je fais une mise à jour, vous aurez juste à cliquer sur un bouton et votre tracker aura les nouvelles formules sans que ça enlève vos données. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Ça prend énormément de temps. Je pense qu'il y a un week-end où j'ai passé plus de 10 heures là-dessus. Ça a bien avancé, mais j'ai pas du tout fini. Donc, le tracker 2.0, si vous l'achetez maintenant, le jour où il y a la nouvelle version qui va sortir, évidemment, je vous la fournirai. Et là, il n'y a aucun problème. Tous les anciens clients auront le droit à la nouvelle version. Mais si jamais ça vous intéresse, le tracker 2.0, du coup, va évoluer pour que les mises à jour soient plus simples et qu'il y ait les nouveaux AMO de bilan donnés par l'avenant 21, même si honnêtement, en termes de prix, ça change pas grand-chose. Mais je vais le faire quand même, pour être dans les clous. Voilà, donc déjà te faire un prévisionnel de ton chiffre d'affaires avec le tracker 2.0, ajuster avant même de t'installer, mettre des horaires fictifs et des AMO fictifs pour voir en fonction des horaires que tu veux faire le chiffre d'affaires que ça génère, pour voir. Premier conseil. Deuxième conseil, dès que tu t'installes, pour moi, prendre Orthofinance. Pour moi, c'est la base. Orthofinance, tu le prends avec mon code ELISE20 pour avoir 20% de réduction. Comme ça, dès que t'as fini ton mois, tu rentres ton chiffre d'affaires, tes dépenses, ta carte PIMCO, ton URSSAF, tu sais exactement combien tu peux te payer, t'as pas de mauvaise surprise. Troisième conseil, moi je te dirais, alors ça c'est un avis et c'est un parti pris, moi je te dirais de mettre l'URSSAF tous les 3 mois avec prélèvement automatique, donc de pas le mettre en mensuel, et de mettre la carte PIMCO tous les 6 mois. Comme ça, tous les mois avec Orthofinance, tu mets l'argent que t'es censé... En fait, sur Orthofinance, ils vont te dire, ce mois-ci, il faut que tu mettes autant de côté pour la carte PIMCO l'URSSAF. Comme par exemple, en janvier, t'auras payé ni carte PIMCO ni URSSAF, parce que l'URSSAF, tu vas le payer tous les 3 mois et la carte PIMCO tous les 6 mois. Donc, il y a forcément des mois où tu vas rien payer. Et Orthofinance va te dire, par exemple, ce mois-ci, il faut que tu mettes, 1100 € de côté pour la carte PIMCO l'URSSAF. Et ben, tu prends les 1100, tu les mets sur un livret, genre ton livret A, par exemple. Et le jour où tu dois payer ta carte PIMCO et ton URSSAF, t'as juste à ressortir le fric du livret A, le mettre sur ton compte courant et payer. Et en fait, en attendant, l'argent que t'as mis sur le livret A, il a fait des bébés puisqu'il a fait des intérêts. Et donc moi, là, en décembre 2025, j'ai fait ça toute l'année. Toute l'année, j'ai mis l'argent sur le livret A et quand j'ai eu besoin de payer, je l'ai juste ressorti et j'ai payé. Mais moi, toutes les quinzaines, l'argent, il était enregistré, ça m'a fait des intérêts. En décembre 2025, j'ai touché plus de 500 € d'intérêts grâce à ça. Donc j'ai quand même gagné 500 € juste parce que j'ai pas mensualisé. Et ça me change rien puisque l'argent, en soi, il est sur mon livret... Enfin, je veux dire, ça change rien que je sois mensualisée ou que je paye. C'est le même montant. C'est juste que c'est pas lissé. Donc, ça fait un peu plus mal de donner 5000 balles d'un coup que 5000 divisé par 6. Mais moi, c'est ce que je te conseille. Donc là, on était sur ça. Prévoir son chiffre d'affaires, Orthofinance, ne pas être mensualisé pour la carte PIMCO l'URSSAF. Mais ça, c'est un parti pris. En vrai, je comprends tout à fait les gens qui le font pas. Ne pas prendre de comptable. Moi, je te conseillerais vraiment de prendre Indy. Et si tu as peur pour la première année, de prendre Lagao pour avoir un expert comptable au bout du film. Mais pour moi, le comptable, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et dernier conseil que je peux te donner, ce serait, je sais pas, je réfléchis. J'essaye d'avoir 5 parce que tu m'en as donné 5. Mais qu'est-ce que je pourrais te dire ? Ne prendre au départ peut-être que des rééducations qui te semblent simples, dans lesquelles tu es à l'aise. Par exemple, moi, quand je me suis installée, j'ai pris beaucoup de langage écrit, de langage oral, parce que je suis très à l'aise avec ce genre de rééducation. Et j'avais beaucoup d'autres choses à gérer au niveau administratif, carte PIMCO, URSSAF, papeterie, administratif, etc., compta, déclaration. Et du coup, je pouvais pas me prendre la tête avec mes patients et avec l'administratif. Du coup, j'ai décidé de prendre des patients vraiment faciles pour moi, avec qui je suis quasi en pilote automatique. Je sais exactement comment ça fonctionne, je suis très à l'aise. Comme ça, ma charge mentale était vraiment disponible pour la charge mentale annexe en fait. Voilà les conseils que je peux te donner pour l'installation en libéral. Ensuite, ton astuce pour vite redescendre quand un patient ou un parent te chauffe.
Bah moi, mon astuce, c'est de pleurer. Je suis hyper émotive. Je prends les choses vraiment, vraiment à cœur et je les prends très personnellement. Donc quand un parent me parle mal, j'arrive à me contenir quand il est là. Souvent, je rougis, donc il le voit. Et une fois qu'ils sont partis, souvent, je pleure. Je pleure, j'extériorise beaucoup. J'en parle avec les gens qui sont autour de moi. Donc je pense à ma collègue Camille. Ou avec mes copines aussi, je leur dis par message, je leur en parle et elles me rassurent, elles me disent que c'est des gros cons, donc ça me fait plaisir. Pour vite redescendre quand un patient ou un parent te chauffe, vraiment c'est en parler avec tes copines pour qu'elles te disent que c'est des cons et que ça te rassure de dire que c'est pas toi la folle et passer à autre chose. Et pleurer si t'es émotive comme moi. Et après, normalement, ça va. Bon, c'est dur de redescendre après des situations comme ça. Le mieux, c'est d'avoir un peu de répartie, mais des fois, ils nous coupent tellement la chic que c'est difficile d'avoir de la répartie. Ensuite, Pauline. Pauline avait plusieurs questions. Alors, sais-tu ce qu'il en est de la facturation électronique ? Alors, pas du tout. Franchement, ça me gave, ce truc. Tout ce que je sais, c'est que moi, je l'ai fait avec Indie parce que c'était un service gratuit. Et comme j'ai l'abonnement Indie, j'ai pris la facturation électronique chez eux. Comme ça, je suis tranquille. Mais pour celles qui n'ont pas Indie ou qui ont un comptable, etc., apparemment, elles vont devoir payer un système de facturation électronique alors que ça nous est imposé au niveau légal. Donc, normalement, je veux dire, c'est complètement ahurissant que les orthos aient à payer pour ça alors que c'est pas... ça a été obligatoire. Donc, j'en sais pas plus. Honnêtement, je comprends pas trop le délire. Mais c'est chiant. C'est très chiant. Est-ce que tu es en lien avec ta CPTS ? Non, je suis pas en lien avec la CPTS. J'avais pensé le faire et en fait j'ai la flemme. J'ai déjà trop de choses à faire. J'ai pas envie de m'engager dans une CPTS et de devoir faire des trucs, ça me saoule. Après, ça se trouve, quand tu t'engages dans une CPTS, t'as rien à faire, mais non, ça me gave, j'ai pas envie. Voilà, ma réponse hyper honnête. Lorsque tu avais emmené tes patients à la bibliothèque, tu avais facturé une séance. Oui, j'avais facturé une séance de groupe. Mais j'avais pas facturé de déplacement comme j'allais pas à domicile. J'avais juste facturé une séance de groupe. Et sais-tu à quel point nous pouvons facturer des interventions dans des écoles, crèches, etc. En fait, tu peux en facturer autant que tu veux. Par contre, au niveau du prix, etc., je sais pas comment ça fonctionne. Pour moi, le prix, c'est à toi de le définir. À mon avis, du coup, ce serait de l'exercice... Je sais pas si ce serait du hors nomenclature ou du déconventionné. Honnêtement, je me suis jamais trop penchée sur le sujet, donc je pourrais pas te dire. Mais en fait, tu peux faire. Par contre, en termes de prix, etc., je pense que ça dépend de ton expertise, ça dépend du sujet. Honnêtement, j'y connais rien. J'ai pas envie de te dire de conneries. Mais tu peux le faire, mais à voir. Si t'as des questions, je sais pas vers qui tu peux te tourner pour ça. Peut-être sur les FAQ de l'AFNO, peut-être que sur le site de l'AFNO, t'auras des réponses. Ou tu poses la question sur Ortho Info pour te prendre une réponse qui commence par ben non. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je peux pas trop te dire. Voilà, c'était la dernière question. Et écoutez, ça fait 1h17 que je parle. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que ce podcast vous a plu. Je pensais qu'il allait être court parce que j'avais pas grand chose à dire au sujet de la semaine, mais il y a eu tellement de questions et j'ai bien parlé aussi sur le déroulé de ma semaine. Donc finalement, c'est un épisode assez long. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine numéro 11. J'espère qu'elle sera riche pour vous et qu'elle sera bonne. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!